sommes aux universités d'été de la DGCF à Deauville, aux Franciscaines. Nous allons parler pour cette dernière table ronde transition énergétique et hausse des prix. Alors, je suis accompagné de Jean-François Morlet. Vous êtes directeur du développement territorial chez EDF. Bonjour, cher Jean-François. Je suis avec Vincent Lermite. Vous êtes DGS de la communauté de communes Pays de Fontenay. Bonsoir, Vincent. Et enfin, Marc Bourris, le régional de l'étape, on peut le dire, DGS de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury et vice-président partenariat et communication à la DGCF. Bonsoir à tous les trois. Alors Vincent, je me tourne tout d'abord vers vous. La hausse des prix, tout le monde en parle évidemment, ça a un impact pour chaque citoyen, mais évidemment pour les collectivités. Alors comment vivez-vous cet impact? Quel est l'impact pour les collectivités, pour les EPCI dans leur ensemble et vous sur votre territoire? Alors, j'aimerais commencer par faire une petite référence. Je lisais un article sur Banque des Territoires, leur newsletter, où il y avait un article qui commençait par « Hiver difficile ». Aujourd'hui, je vous dirais, non, c'est pas que les hivers qui vont être difficiles. En fait, c'est toute l'année qui va être difficile en termes de consommation d'énergie. Mais c'est pas non plus une nouveauté et c'est pas une surprise. En fait, la hausse de l'énergie, ça fait un petit moment qu'elle est amorcée. Elle ne va pas s'arrêter de sitôt, ça c'est clair. Alors tout à l'heure, on parlera d'autres moyens de produire ou sans doute de consommer. Mais je dirais aujourd'hui, il fallait qu'on ait aussi un effet d'anticipation. Alors on a des accélérateurs, hein, clairement. Alors on prétexte évidemment le conflit en Ukraine, mais pas seulement, les modes de production, les effets d'entraînement entre gaz et électricité, enfin voilà, je vais pas tous les passer, je pense que tout à l'heure on en parlera. N'empêche que du côté des collectivités, il y a un énorme impact. Aujourd'hui, on est, selon les estimations, entre 30% d'augmentation jusqu'à 300% pour certaines collectivités, qui est considérable. Alors souvent, on constate quand même que c'est lié au contrat de fourniture, ça c'est clair. Sur la modulation des prix qui n'a pas forcément toujours été négociée au départ, ainsi de suite. Donc les 300%, on est plutôt sur ces contextes-là. Maintenant, en général, on est plutôt sur entre 30 et 50% d'augmentation sur les budgets, ce qui est déjà très très lourd. Et une mauvaise surprise aussi, puisque vous connaissez le contexte budgétaire des collectivités aujourd'hui. On a quand même eu quelques éléments d'annonces de surprises qui sont arrivés en cours d'année et qui viennent en fait grever nos budgets en cours d'année, donc non prévisibles. Et donc tous nos budgets supplémentaires qui sont aujourd'hui à l'étude et en présentation de vote doivent faire apparaître ce contexte. Alors, juste sur la partie Fontenay-le-Comte, alors j'ai une petite particularité que je suis DGS mutualisé, donc je peux aller avoir le regard sur la ville et le regard, la ville-centre et le regard sur l'interco. De chaque côté, on est entre 30 et 45% d'augmentation des coûts d'électricité, avec des postes évidemment que je pense beaucoup vous reconnaître, les centres aquatiques, les éclairages publics et l'ensemble des salles qui sont dédiées aux activités associatives, collectives, sportives. C'est surtout ces objets-là qui aujourd'hui connaissent la plus forte hausse. Sur l'éclairage public, je vous dirais aujourd'hui que c'est là où on arrive à mesurer le moindre impact parce qu'on a déjà fait des efforts d'investissement sur les LED et ainsi de suite. Donc la consommation, on arrive aujourd'hui à la réguler. Alors évidemment, ça ne nous empêchera pas de faire des actes, peut-être des temps d'éclairement plus bas, peut-être même 1 sur 2. Voilà, c'est des tentatives qu'on va faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'éclairage public qui nous inquiète, c'est quand même les salles municipales et les salles intercommunales, puisque les salles de sport sont intercommunales, et c'est les plus gros postes. C'est comment demain on va faire passer à nos utilisateurs l'idée de peut-être d'avoir un peu moins de chauffage, peut-être un peu moins de lumière à certains moments. Enfin voilà. Le coût en impact pour nous, il est en gros pour le territoire, donc ville plus interco, on est aux alentours de 450 000 € de plus. C'est-à-dire qu'on double quasiment au niveau de l'interco. Donc on passe de 290 000 € à presque 580, si je compte bien. Ça doit être ça à peu près. Par contre, pour la ville, on a mesuré différemment. Et là, on a une hausse qui est entre 25 et 30%. On a un ajout de 190 000 € par rapport au budget. Par contre, c'est là où on a le plus fort taux de consommation d'électricité particulièrement. Donc au début, on pensait que c'était que l'électricité. Puis là, les effets font que le gaz également connaît une forte hausse. Par contre, la chance que l'on a sur mon territoire, c'est que dans le cadre départemental, on a un syndicat énergie qui nous propose des contrats d'approvisionnement groupés. Et on arrive aujourd'hui à plutôt capter, je dirais,
un amortissement de la crise. En revanche, sur des territoires qui sont juste à côté, qui n'ont pas, eux, ces contrats groupes, on a effectivement des hausses de 75-80%. Et je vois une collectivité, je ne la citerai pas parce que je vais garder quand même, voilà, qui passe aujourd'hui de plus de 600 000 € en coût d'électricité. Elle passe aujourd'hui à 1,2 million. Donc ça pose énormément de questions, évidemment, sur on va dire, les couvertures énergétiques de nos équipements. Mais pas seulement, aussi l'utilisation qu'on en a au quotidien de l'énergie. Les gestes du quotidien, est-ce qu'on éteint la lumière quand on quitte son bureau? Est-ce que les ordinateurs sont éteints la nuit? Enfin, des choses comme ça. C'est parfois des petits gestes, mais on sait que ces petits gestes-là, ça sera une réduction de la facture in fine. Donc aujourd'hui, il y a une grosse inquiétude quand même sur la construction budgétaire, parce qu'on est sur un impact quasiment mi-année. Donc on va le doubler l'année prochaine. Comment on va mesurer tout ça? Comment on va l'impacter? Comment on va faire nos arbitrages sur nos budgets pour justement dire comment on intègre, alors, la hausse du point d'indice, très bonne nouvelle pour nos agents, moins pour nos budgets, il faut qu'on soit clair. Et derrière, je dirais, la menace de la hausse continue des énergies, mais qui est sans doute aussi... Alors, je reprendrai un peu les propos de Serge Bayard, hein, le directeur adjoint de la BFI, qui disait que c'était à la fois une chance et un risque pour les collectivités. Aujourd'hui, on mesure le risque, enfin, on essaye de mesurer le risque. J'espère que demain, ça sera une chance pour construire une autre politique énergétique pour nos collectivités. Vous vous projetez déjà pour l'année prochaine et même au-delà. Alors, je me tourne vers vous, Jean-François Morlet. Tout le monde regarde cette hausse des prix avec cette question. Est-ce qu'elle est inédite et est-ce que ça va durer ? Oui, elle est inédite par sa rapidité. C'est-à-dire que ce phénomène a démarré au début de l'année 2021. La crise en Ukraine, la guerre en Ukraine arrive beaucoup plus tard, mais à l'origine, c'est la sortie du Covid, la relance économique, essentiellement tirée par l'Asie, qui est un gros consommateur de gaz et de charbon, qui va commencer à mettre en tension les prix d'énergie. Il faut savoir que déjà, la Chine a quelques difficultés géopolitiques avec l'Australie, donc a cessé d'importer du charbon australien, donc c'est tourné vers le gaz. Le gaz qui, en début d'année 2021, était encore aux alentours de 15 € le mégawattheure. À l'été 2021, il a quand même déjà sérieusement avancé en prix, et en fin d'année, on était à 55 € du mégawattheure. Et là, en juillet, on est à 110 € du mégawattheure. Donc, ça va très très vite. Bien sûr, la reprise économique, des stockages globalement qui étaient plutôt bas l'année dernière, parce qu'on avait beaucoup consommé en climatisation, surtout en Asie. Le chauffage également l'hiver, donc il faut reconstituer ces stocks. Donc vous voyez que la demande augmente. Et puis un accès au gaz naturel liquéfié aussi qui a diminué en Europe avec cette nécessité de reconstituer les stockages. Alors, la guerre en Ukraine, effectivement, est venue, début 2022, encore tendre ce contexte énergétique. Alors, comment ça se répercute en Europe? Sachez, par exemple, qu'en Europe, les prix de l'électricité sont construits à 80% du temps à partir des prix des commodités, notamment le gaz naturel, le charbon, et puis surtout la tonne de carbone qui maintenant rentre directement dans la construction des prix. Donc le gaz a fortement évolué, on le disait de l'ordre de 110 € encore cet été, ce qui veut dire que en électricité, on était, si je reprends aussi début 2021, on était à 50 € du mégawattheure, c'est ce que vous témoignez à l'instant. Je me souviens des messages qui passaient dans l'entreprise au mois de septembre. On se rapproche des 100 €, on se rapproche des 100 €. On a dépassé les 100 € largement. Ça, c'était au mois de septembre. C'était, pour le coup, vraiment inédit. On n'avait jamais vécu ça. 100 € le mégawattheure, c'est-à-dire 1000 kWh d'électricité en France. On ne l'avait jamais vécu. C'est historique. Ça, c'était au mois de septembre. En fin d'année, on avait atteint les 290, voire les 300 €. Et là, au mois de juillet, pas plus tard que la semaine dernière, on est à 350 € du mégawattheure. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, on est orienté vers un phénomène qui va être durable. Et il faut maintenant, la solution qui s'offre aux collectivités, c'est de jouer maintenant sur le volume d'énergie consommée, que ce soit du gaz, de l'électricité, puisqu'on voit bien que le prix, que vous soyez consommateur ou nous-mêmes fournisseurs, nous sommes assez peu à la manœuvre finalement, puisqu'on subit comme vous, quand on vous fait des offres, eh bien, on est les premiers concernés par le prix qu'on vous remet, parce que ce sont des prix complètement inédits.
Alors vous l'avez mentionné aussi, Vincent, il y a un sujet qui est lié, qui est un sujet d'achat public, de commande publique et de groupement d'achat certainement. Mais y a-t-il pas un sujet également, là je me tourne vers vous Marc Boris, ce contexte de hausse des prix finalement ne doit-il pas être, et peut-être est-il déjà un accélérateur pour d'autres solutions? Ne doit-on pas consommer moins, ou en tout cas plus efficace, de manière plus durable? Alors, moi je viens du sport de haut niveau. Et dans le sport de haut niveau, la contrainte, si on sait jouer avec, peut devenir une opportunité. Et on se rappelle la crise du pétrole au moment de l'entrée dans le marché commun des Anglais, où il était passé, le baril, il était, je crois, aux alentours de 2 $. Il était passé à 40 $. On avait cru, bon, et à ce moment-là, chasse anti-gaspi, etc. Donc je pense que là, effectivement, avec l'accélération que Jean-François nous décrivait ou que tu évoquais également, il va falloir trouver très très vite des solutions. Donc effectivement, il y a des projets qui ont pu être engagés. Je sais que nous, dans notre interco, au niveau du siège, par le biais du CRTE, on rénove tout le bâtiment du siège. On va gagner quasiment la moitié en énergie. Bon, mais je pense des exemples comme ça, on peut en trouver partout. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus complexe, c'est le changement des comportements des gens. Alors, si je prends, moi, une famille, on avait 4 enfants, on habitait en ville, même en fermant les robinets de radiateurs, c'était 21 degrés dans l'immeuble où on habitait. Aujourd'hui, on habite à la campagne. Je pourrais faire tout le chauffage que je veux dans ma ferme du Bessin, c'est 18 degrés. Donc, effectivement, en ville, on vivait en chemise. À la campagne, on met un pull. Donc, vous raisonnez comme ça, à l'échelle d'un pays, 3 degrés, c'est énorme. Ce que j'ai constaté du point de vue de la santé, mon fils aîné à l'époque, la nuit, il faisait tellement chaud qu'il saignait du nez, ils étaient toujours malades. Une fois qu'on habitait à la campagne, ils n'étaient jamais malades. Donc, est-ce qu'on n'a pas non plus été dans un surconfort, notamment dans les villes, et que revenir à des températures où on n'est plus en petit t-shirt chez soi, mais on a un pull. Mais 3 degrés, à mon avis, dans l'habitat à l'échelle de la France, c'est monstrueux. Donc on a aussi un changement d'habitude. Alors après, le gros sujet, c'est les piscines, etc. Bon, il s'avère que nous, on nage en bon breton jusqu'au mois de novembre, et on reprend le bain au mois de mars. Bon, est-ce qu'il y a besoin de 28 degrés dans les piscines ? C'est un gros sujet, quoi. Vous savez, moi, je suis de la Barvrac. Les années de canicule, il fait 15 degrés. Et on est content dans la mer. Bon, ici, avec le réchauffement climatique, on est à 20, 21, etc. Donc, c'est des petits exemples un peu caricaturaux. Mais je pense qu'il va falloir avoir un travail aussi avec les populations pour revoir nos habitudes. On a été habitué à un pétrole pas cher. Moi, à une époque, quand j'étais directeur de sport, de Caen, la piscine, on s'en foutait de s'isoler, puisque le baril, il coûtait rien. Donc les piscines n'étaient pas isolées. Quand il y avait trop de condensation, on ouvrait toutes les portes. Il n'y avait pas de déshumidificateur de l'air, etc. Déjà, ces produits-là ont énormément évolué. Aujourd'hui, on traite l'air, etc., etc. Après, il y a peut-être un... Alors, on revient maintenant au bassin nordique. On s'aperçoit que nager dehors, les nageurs sont moins malades. Et dehors, vous mettez à 24, les gens, ils ont plus chaud que dans la piscine intérieure à 28. Je pense qu'il y a aussi un gros travail du côté des populations pour trouver des réponses. Alors, je ne sais pas si ça va régler le sujet, mais si d'un côté, on baisse la consommation de 50%, si de l'autre, dans l'ensemble des gestes quotidiens des Français, on gagne 3 degrés, ça me semble... Bon, voilà. Après, il va falloir faire des choix dans l'investissement. Il y a des appartements aujourd'hui. Je vois un 60 mètres carrés dans notre capitale régionale. Les gens, ils payent 238 € par an de chauffage. Alors l'appartement, il est plus cher à l'achat, mais le locataire, il paye moins d'énergie. Au point que, il ne faut pas oublier d'ouvrir les fenêtres parce que c'est tellement étanche qu'on peut avoir de la moisissure. Bon, donc... je pense qu'on a aussi des modèles de construction là aujourd'hui qui sont en train d'évoluer. Je pense qu'il va y avoir des réponses. La contrainte est forte. Il va falloir trouver des réponses. On va pas pouvoir marcher dans. Alors, on va pas réaugmenter les impôts. On va pas ralentir l'investissement. Dans les périodes de crise, faut investir. Faut pas ralentir. Bon, et puis aussi à nos archis de retrouver des modèles un peu différents de maisons. Voilà, on a bâti à une époque des salles de classe. Alors, pour le Covid, c'était formidable. 3,50 m de plafond, il faut de l'air. Donc, il faudra aussi trouver le compromis entre le renouvellement de l'air et l'isolation.
Mais je pense que cette contrainte va aussi stimuler les intelligences. Je pense qu'on va trouver des solutions. On a trouvé dans le passé. Voilà. Alors après, il faut s'appuyer sur les experts. Peut-être un peu plus avoir des réseaux de capteurs. Enfin, je sais que EDF, vous le faites, etc. Pour qu'on puisse aussi être plus aux manettes précisément. Comme tu disais, peut-être un lampadaire sur 2, convaincre les gens qu'il n'y a pas des brigands derrière chaque truc noir, comme au Moyen-Âge, parce qu'on a ça sur les populations âgées. Enfin, je pense que cette contrainte peut générer des opportunités. Alors justement, on parlait d'opportunités, de solutions. Quelles solutions pour œuvrer sur cette transition énergétique plus durable vous proposez chez EDF? Alors effectivement, cette contrainte peut se transformer en opportunité. C'est l'occasion de faire vraiment l'analyse de ces consommations. Le budget d'une intercommunalité, le budget, c'est comme pour un ménage, c'est à la fois le prix du kilowattheure unitaire multiplié par le nombre de kilowattheures consommés. Monsieur Boris vient d'expliquer, il faut jouer sur la quantité consommée. Et ça, nous avons l'expertise au sein d'EDF pour vous accompagner dans cette analyse, à côté de vos services, afin de vous donner les éléments de réflexion et de voir effectivement dans une collectivité où sont les principaux postes de consommation. Alors 1 degré, vous venez de le dire, c'est une consommation importante, c'est de l'ordre de 7%. C'est ce qu'on évoque dans le cas d'un budget familial, c'est vrai pour une collectivité. Régler son thermostat 1 degré au-dessus de 19 degrés, c'est 7% de kilowattheures consommés et vous le retrouvez sur la facture, bien évidemment. 3 degrés, on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir. Alors, jouer sur la quantité de kilowattheures est une chose. Ça arrive au moment où on prend conscience aussi de la décarbonation. Alors, EDF a cette particularité de pouvoir proposer une électricité bas carbone. Vous connaissez l'origine du mix énergétique entre le nucléaire. En 2020, c'était 75% d'origine nucléaire d'électricité, 9% pour l'hydraulique, quasiment 8% pour les autres renouvelables. Donc on a cette chance en France d'avoir une énergie électrique bas carbone. Et donc il faut combiner des solutions qui sont à la fois plus vertueuses, les optimiser, plus rationnels, qui consomment moins et qui en plus sont bas carbone. Alors, dans le logement, dans les bâtiments publics, c'est par exemple la pompe à chaleur, bien sûr. Quand on consomme 1 kWh d'électricité, la pompe à chaleur vous produit en général 3,5 ou 4 kWh thermiques, ce qui devient très intéressant. Pour une pompe à chaleur installée dans une piscine, par exemple, on fait de la récupération sur l'air extrait. Voilà, donc il va falloir avoir cette rigueur d'analyser maintenant sur l'existant. Je pense que le décret tertiaire qui va se mettre en place, puisqu'il va falloir pour les bâtiments de plus de 1000 m2 rentrer maintenant ces consommations d'une année de référence sur la fameuse plateforme Opérate, qui permettra d'envisager une baisse de 40% des consommations en 2030, 50% en 2040 et puis 60% en 2050. Tout ça dans finalement la traduction de la stratégie nationale bas carbone. On a des outils, tout arrive en même temps. Donc EDF peut proposer aux intercommunalités et aux communes d'une façon générale, aux tertiaires publics, une réflexion avec une expertise, aussi bien sur les usages, les bâtiments tertiaires, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments ludiques, les piscines, aussi les logements. On parle aussi bien entendu du logement, on a cette approche avec les bailleurs sociaux, qui sont des partenaires de longue date d'EDF. Aussi du client particulier. Nous avons aussi dans un autre domaine tout un accompagnement des clients les plus fragiles, parce qu'on parle du bouclier tarifaire, mais c'est bien évidemment le prix de l'énergie impacte aussi le particulier, et sur nos communes, sur nos territoires, nous avons des familles qui sont en difficulté et qui demain seront peut-être davantage en difficulté. Donc il existe un certain nombre de dispositifs. EDF est à vos côtés par sa politique solidarité. Nous avons des correspondants solidarité qui sont au niveau de chaque département. Nous contribuons bien sûr aux dispositifs comme les fonds solidarité et énergie des conseils départementaux. Et puis on travaille beaucoup sur la compréhension du dispositif du chèque énergie, demain de l'afficheur déporté, puisqu'on proposera dès l'année prochaine, dès l'hiver prochain, un afficheur qui permet aux bénéficiaires du chèque énergie, par exemple, d'avoir un affichage des kilowattheures consommés et aussi la traduction en euros. Parce que bien souvent, un kilowattheure, on ne sait pas trop ce que ça représente finalement. Qu'est-ce que c'est qu'un kilowattheure? Mais quand vous avez des euros qui s'affichent, tout de suite, ça permet d'avoir un suivi plus rigoureux. Alors pour les collectivités, il y a plein de choses à faire. Ça peut être des plans d'analyse, des expertises, des plans de patrimoine.
on peut vous accompagner sur une photographie de votre patrimoine pour identifier à la fois les bâtiments les plus énergétiques, enfin les moins performants, je dirais, et aussi les bâtiments qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. À partir de là, on peut construire un schéma immobilier, mettre en place un plan de rénovation, et ça permet de bien flécher le denier public et de mettre finalement les efforts là où il faut les mettre, de façon à pouvoir être efficace assez rapidement. Bien entendu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'un et l'autre, c'est de pouvoir suivre ses consommations. Alors là aussi, nous avons des offres, que ce soit EDF en propre, mais aussi nos filiales. Nous avons de nombreuses filiales, comme Dalkia par exemple, et des filiales autour de la performance énergétique, qui peuvent mettre en place des systèmes de suivi d'énergie qui vous permettent déjà d'avoir un historique. Et là, très rapidement, on s'aperçoit, avec un historique, on voit tout de suite surgir les difficultés. Un bâtiment qui reste chauffé pendant les vacances scolaires, un bâtiment qui n'a pas de réduit, des températures de consigne trop élevées. Tout de suite, on le voit. Ça permet d'adapter les contrats, ça permet de faire des gains d'efficacité énergétique. Voilà, donc des solutions comme ça, on est à votre disposition pour vous accompagner. On a des offres. On peut même investir et vous proposer sous forme de loyer des systèmes type automate qui communiquent avec vos équipements par Internet. Bien entendu, c'est aussi la mobilité, parce que quand on veut décarboner, c'est aussi bien entendu la flotte de la collectivité. Donc faire l'analyse des véhicules, faire l'analyse du parc de véhicules disponibles, quelle est la fraction qu'on peut passer en véhicules électriques, comment ces véhicules on les recharge, soit à partir du réseau, voire même il existe maintenant une offre qui nous permet de retourner du véhicule, pour simplifier, de cette énergie qui est stockée, de la réinjecter sur le réseau et de venir soutenir localement le territoire, parce qu'à un moment donné, il a besoin d'être soutenu. Et une voiture électrique, c'est comme une voiture thermique, elle est très souvent arrêtée. Donc on peut très bien utiliser votre accumulateur, et en multipliant et en mutualisant finalement plein de voitures électriques, on arrive à créer un accumulateur virtuel quelque part. On rémunère la collectivité et l'utilisateur pour ça. Bien sûr, la voiture est prête quand vous en avez besoin. Voilà, donc les solutions, vous voyez, sont à la fois sur le parc existant de bâtiments, sur la mobilité, sur les bâtiments à construire. Vous l'avez évoqué, Marc, tout à l'heure, la réglementation. Et je crois que le monde des architectes va aussi beaucoup évoluer avec la RE 2020, la fameuse réglementation énergétique 2020, qui s'applique aux bâtiments résidentiels et puis aux tertiaires à partir du mois de juillet de cette année. Il faudra prendre en compte le confort d'été, vous l'avez dit, ça c'est important. Prendre en compte la performance énergétique l'hiver. Et puis, bien entendu, le pilotage. Et demain, on aura des bâtiments plus vertueux qui seront moins consommateurs d'énergie et qui seront moins émetteurs de gaz à effet de serre. Merci à tous les trois pour vos témoignages, vos éclairages. Je rappelle, Jean-François Morlet, vous êtes directeur du développement territorial chez EDF. Vincent Lermite, DGS de la communauté de communes Pays de Fontenay en Vendée, et Marc Bourris, DGS de la communauté de communes Cœur Côte-Fleurie et vice-président partenariat et communication de la DGCF. Merci infiniment. Sujet à suivre évidemment. Nous serons ravis de le faire à vos côtés, de suivre vos activités, vos débats au sein de l'association et vos activités en tant que partenaire. À très bientôt, très bonnes universités d'été. Merci à vous. Bonsoir.